Alors, management, faut-il être gentil ou méchant? Bon, évidemment, la réponse, a priori, est une évidence, faut être gentil. J'ai une amie consultante qui m'a raconté une histoire. Elle a été vivre au Canada, au Québec. Et la première fois qu'elle prend le métro, elle voit une dame qui était très près des rails. Elle lui dit, vous ne devriez pas rester ici, c'est dangereux. Alors, elle lui dit, ah bon, pourquoi c'est dangereux? Elle lui dit, quelqu'un pourrait vous pousser. Et là, la Québécoise se retourne vers elle, très intriguée, elle lui dit, non, c'est pas possible. Elle dit, pourquoi c'est pas possible? Elle lui dit, ce serait pas gentil. Et là, elle s'est dit, j'ai vraiment changé de monde, parce que ça voulait dire que elle était dans un monde où il y avait un a priori de gentillesse, et si elle l'avait pas perçu, c'est qu'elle venait d'un monde où cet a priori de gentillesse ne semblait pas acquis. Alors on va balayer quelques évidences. Je sais pas, les footeux ont peut-être vu qu'il y a eu encore un incident entre José Mourinho, entraîneur de Manchester, et Paul Pogba, un des meilleurs joueurs de l'équipe de France, champion du monde, et tout. Et Mourinho, il est pas gentil. Il est pas gentil avec ses joueurs, c'est une peau de vache. Alors il a eu dans le temps des excellents résultats, mais Pogba, on sait que c'est un joueur un peu erratique, difficile, irrégulier, avec son caractère, ses humeurs, etc. Et il y avait un entraîneur qui s'appelait Didier Deschamps, qui avait très bien compris ça, et qui a gagné la Coupe du Monde, entre autres parce qu'il a réussi à amener Pogba et quelques autres, qui étaient un peu on peut dire peut-être des têtes brûlées, à leur meilleur niveau, ce qui n'était pas du tout évident, parce que Pogba a fait beaucoup de performances décevantes également. Très bien. Donc là, vous voyez, la preuve par l'exemple, le pragmatisme, Mourinho, il se plante avec Pogba, et c'est parce qu'il n'est pas gentil, vous voyez bien qu'il faut être gentil. Voilà, c'est une évidence. Alors, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que je considère que ce sujet est extrêmement voilé, obscur. Pourquoi? D'abord parce qu'il interfère avec le champ moral. Là, j'ai parlé de Pogba. Oui, Manchester a pas de ces bons résultats parce que Pogba est pas très bon à Manchester. L'équipe de France a été championne du monde parce que Pogba était bon en équipe de France. Sous-entendu, j'ai parlé d'efficacité. J'ai pas dit si c'était bien moralement ou pas d'être gentil avec Pogba. D'ailleurs, j'ai un ami qui doit venir tout à l'heure, qui a coaché Pogba et il m'a dit de toute façon, à une époque, je l'ai coaché, j'avais qu'un truc à lui dire, t'es qu'un petit con. Bon, ce qui n'était pas extrêmement gentil. On ne sait pas si pédagogiquement ça a fonctionné. Alors, quand je dis ça interfère avec le champ moral, c'est qu'évidemment la gentillesse, la bienveillance, ça fait partie des valeurs ancestrales de la philosophie et de la religion. D'ailleurs, si vous cherchez dans Platon ce qu'il dit du bien, c'est déjà être bien et sympa avec les autres. Plutôt gentil, prendre souci de l'autre, c'est le début de la conscience morale, et on retrouve ça aussi dans l'Évangile. Grosso modo, les grandes valeurs morales, vous savez, depuis 2500 ans, ça n'a pas beaucoup varié, et la bienveillance et la gentillesse vis-à-vis de l'autre, ça a toujours été considéré comme une valeur morale. C'est pas parce qu'on vit à l'heure d'Internet qu'on va dire que la méchanceté c'est mieux que la gentillesse, que le mépris c'est mieux que la considération, etc. Je veux dire, là-dessus, on tomberait assez facilement d'accord avec Platon, avec Kant, etc. Alors, si ça interfère avec le champ moral, finalement, quand on pose cette question, on ne sait pas très bien si on va parler de l'efficacité ou de la morale. Et donc, ça interfère avec la mise en scène que nous faisons de nous-mêmes. C'est-à-dire, qui va assumer de dire devant ses pairs, moi, je pense qu'en management, il faut être méchant. Personne n'oserait dire ça. Et ça a été un peu théorisé de parce que l'image que ça renverrait interférait avec une image morale dégradée. Il y a un certain MacGregor qui avait un peu théorisé ça. Alors MacGregor, il avait dit, il y a la théorie en management, il y a la théorie X et la théorie Y. Enfin, en résumé, la théorie X part du principe que l'homme n'aime pas le travail, qu'il ne veut pas travailler et qu'il cherchera à éviter le travail par tous les moyens. Donc, il faut le contraindre à travailler. Donc, le surveiller, il faut être méchant, il faut le punir, il faut... Voilà. Bon, c'est ce qu'on a... Certains d'entre nous, de ma génération, ont subi à l'école quand on mettait les doigts comme ça, et puis coup de règle de l'instituteur. Bon, je sais que ça remonte aux années 60, mais enfin, j'ai vécu ça. Bon.
Donc finalement, il y a un principe d'évitement qui autorise une espèce de débordement moral. Et puis enfin, en face, il y a la théorie Y, qui dit, mais non, l'homme aime le travail, mais pour qu'il exprime son amour du travail et donner le meilleur de lui-même à l'entreprise, ou pour Pogba donner le meilleur de lui-même à Manchester, eh bien, il faut être gentil, le gratifier, le mettre dans de bonnes dispositions. Donc, la théorie Y, elle nous dit finalement, le bien rejoint l'efficace. D'accord? Alors, c'est fantastique d'enseigner ça, à HEC, mais aussi dans les séminaires de cas, de théorie X, théorie Y. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, tout le monde, les étudiants, mais aussi les cas, bah évidemment, c'est la théorie Y qui est la vraie, qui est la bonne, etc. C'est évident, ça va de soi. Qui oserait dire, bah non. Moi, j'en tiens pour la théorie X, tous ces salariés sont que des feignants, et il faut les manier le plus durement possible pour en tirer quelque chose. Qui oserait dire ça devant ses pairs? Alors, j'ai deux amis de mon club APM dans la salle, que j'anime depuis presque 30 ans. Alors, ils n'ont pas assisté à la séance de septembre. On avait une séance sans experts, et là, il y a deux chefs d'entreprise qui ont dit une chose qui m'a stupéfié. Ils ont dit, c'était deux, à dire, nous, notre principal objectif de chef d'entreprise, c'est que mes salariés soient heureux. Le principal. Alors évidemment, ça fait un peu bondir. Bah non, le principal objectif, quand même, ça devrait être que l'entreprise économiquement fonctionne bien. Vous voyez. Donc, et en fait, pourquoi ils disaient ça? C'est pas qu'ils le pensaient vraiment. Et c'est pas du tout ce qu'ils font d'ailleurs. C'est simplement que, vous voyez, que derrière ça, ça permet de me poser. Moi, je suis pas. C'est ça. C'est la grande mode en voilà. ce moment. Hein. Voilà. Désolé, hein, c'est la grande mode. Oui, c'est la grande mode. Ça permet de se poser devant les autres. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Hein. Et alors là, vous voyez que vous trouvez une confusion qui, de mon point de vue, est très très ancienne dans l'histoire de la pensée, parce que c'est celle de Platon. Platon nous dit une chose tout à fait essentielle et tout à fait fausse, c'est que le bien et le vrai ne sont qu'une seule et même chose. Autrement dit, celui qui ne fait pas le bien, c'est qu'il ne connaît pas le vrai. Ce qui est une façon de dire que la philosophie de la connaissance surdétermine la philosophie morale. Ce qu'il faut une façon de dire qu'on ne va pas penser la philosophie morale pour elle-même. Eh bien moi, je pose non pas la philosophie morale pour elle-même, mais la question pour elle-même, est-ce que, en soi, être gentil dans le management, c'est plus efficace qu'être méchant, indépendamment, je dirais, de la question morale ou de l'image qu'on peut projeter dans cette question. Donc vous voyez que en fait le sujet, chaque fois que j'en entends parler, il est recouvert comme un oignon de pelure qui fait qu'on a du mal à aller au cœur du sujet. Et en particulier dans le milieu des chefs d'entreprise, où quand on parle de ça, le chef d'entreprise utilise toujours ce discours pour se donner une posture. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe en management, c'est surtout pas aux chefs d'entreprise qu'il faut le demander. Bien. Parce qu'ils vous font des beaux discours, et on sait à quoi ça leur sert. Alors, donc le sujet est assez voilé. Deuxième point que je voudrais développer, c'est que le sujet est assez asymétrique. C'est-à-dire que j'ai remarqué que les forces du mal dans ce monde sont mieux organisées que les forces du bien. Et finalement, les conséquences du mal sont souvent beaucoup plus visibles que les conséquences du bien. Je crois que c'est la famille Muliez où ils disent, reprennent cette phrase de Charles de Foucault, le bien ne fait pas beaucoup de bruit, le bruit ne fait pas beaucoup de bien. Par contre, le mal fait beaucoup de bruit. Hein. Donc on a une impression, effectivement, que c'est assez spectaculaire. D'ailleurs, moi, je suis consultant depuis bien longtemps, donc dans les dîners, des gens me disent « Ah, mais t'es consultant, alors faut que je te raconte comment ça se passe dans mon entreprise. » Et là, c'est le bureau des pleurs, si vous voulez, pendant 2 heures. Quoi. Donc, ce qui veut dire que, en fait, le mal ou la méchanceté, ça fait beaucoup de bruit. On en parle beaucoup plus que du bien. Hein. Et du coup, on a l'impression que la méchanceté et les forces du mal sont assez robustes, alors qu'en fait, je pense fondamentalement
que ce que l'histoire nous montre, c'est que la connerie est assez fragile. C'est-à-dire que ce qui ne fonctionne pas, même si ça fait beaucoup de bruit, ça a quand même du mal à se maintenir. Vous dire, ben voilà, le nazisme a fait beaucoup de mal par méchanceté. Mais enfin, finalement, il n'a duré que 12 ans. Ce qui est le signe d'une certaine fragilité. Donc, la méchanceté a des conséquences asymétriques par rapport à la bienveillance. Et ça aussi, ça obscurcit le sujet, ça peut nous donner des erreurs de perspective. Alors, quelques pistes dans la théorie des organisations pour surmonter le dilemme. En fait, gentil, méchant, ce que nous avons à faire dans notre rapport aux autres, en tout cas pour l'efficacité, c'est plutôt quelque chose qu'on développe sur le thème de l'assertivité. Et l'assertivité, c'est quoi? C'est la juste posture entre l'agressivité, posture méchante, et la passivité, posture gentille. Et, posture gentille, en tout cas, je ne vais pas contrarier l'autre. Et l'assertivité, finalement, ça nous dit quoi? Ça nous dit, prenons 100% de nos responsabilités et 0% de la responsabilité des autres. Donc, en fait, parce que j'ai souvent ce débat avec des clients quand je fais du conseil en stratégie, j'en me dis mais bon, non, mais j'ai peur de faire ça parce que je vais faire de la peine à quelqu'un, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie. Enfin, c'est pas agréable. Comment je vais vivre là-dedans? Et la seule chose qui permet d'éclaircir ce débat, c'est de dire quelle est votre responsabilité. Quelle est votre responsabilité? Est-ce que vous êtes responsable devant vos actionnaires? Parce que ce que j'ai répondu aux deux chefs d'entreprise qui disaient, mais moi, mon unique objectif, mon principal objectif dans l'entreprise, c'est que mes salariés soient heureux. La question que j'aurais posée, c'est est-ce que vous le diriez à vos actionnaires? En tout cas, c'était moi vos actionnaires, c'est pas forcément la seule chose que j'aurais envie d'entendre de votre part. Donc, devant qui vous sentez-vous responsable d'un certain nombre de vos décisions? Alors, ensuite, je voudrais développer un autre thème qui m'est cher, c'est celui de la gentillesse perverse. Je remarque que les managers qui veulent être gentils, dans la durée, finissent par être haïs. Et que ça peut être ressenti comme une certaine perversité, en ce sens qu'ils ne prennent pas forcément leur responsabilité. Alors, je suis en train de lire un livre formidable sur la fragilité d'un certain Taleb, et il dit une chose tout à fait extraordinaire. Il dit, dans les grands projets de construction, depuis 50 ans, systématiquement, les budgets sont espacés et les délais sont espacés. Donc, c'est une donnée qu'on croit imprescriptible. Il dit, oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au 19e siècle, ça n'arrivait jamais. On construisait toujours dans les délais, et on construisait toujours dans les budgets, et aussi au début du XXe siècle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est aujourd'hui incapable de faire ce qu'on faisait? Alors, il dit, bon, il y a une première raison, c'est qu'à l'époque, on n'utilisait pas d'ordinateur. Oui, non, mais ça a l'air tout bête, mais autrement dit, chacun voyait ce qu'il faisait. Il n'y avait pas cet écran informationnel du big data qui fait que je ne sais plus ce qui se passe. Hein, j'espère que l'ordinateur va maîtriser les choses pour moi. Et puis il dit surtout à l'époque, il n'y avait pas d'école de commerce. Donc il n'y avait pas des spécialistes de la gestion de projet. Donc les gens où ils étaient géraient les problèmes qu'ils avaient à gérer. Au lieu de penser que ça allait se centraliser et qu'il y avait quelqu'un de surintelligent qui avait géré le projet et qui savait tout prévoir. Donc, du coup, on gérait beaucoup mieux l'imprévisible, parce qu'on le gérait au plus près du terrain. D'accord? Et donc, vous voyez, ça m'a fait penser à une idée de la gentillesse perverse, qui est cet esprit constructiviste qu'il peut y avoir dans la gentillesse, qui est, au fond, mon savoir fait que je vais expliquer à l'autre comment il doit vivre, comment il doit décider, comment il doit agir. Et que je suis tellement sûr de ma compétence que je perds l'écoute, je perds la subsidiarité, et finalement je vais rendre les gens fous.
Parce que ce qui me frappe, ce que j'entends dans les entreprises, c'est les managers gentils, ils nous rendent fous. Ils nous rendent fous à force de vouloir nous expliquer ce qu'on doit vivre, etc. C'est pire que le manager gentil, c'est pire que le manager, je dirais peau de vache, mais on le sait, quoi. Bon, voilà. Alors ceci m'amène à faire une transition avec 2 livres. D'abord, un jour, Sophie nous a parlé d'un très beau livre que je vous conseille, qui s'appelle Objectif Zéro Salcon. C'est ça. Voilà, sur le management. Et on s'aperçoit, en lisant le détail, qu'il y a 2 types de salcons. Il y a salcon méchant, mais il y a salcon collant, si vous voulez, hein, qui veut tout bien faire. Et ça me ramène à un autre thème littéraire, là, Sophie en dira un peu plus, qui est un merveilleux roman de Stéphane Zweig, qui s'appelle La pitié dangereuse. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui, par gentillesse, s'occupe d'une jeune fille qui est handicapée. Et évidemment, elle tombe amoureuse de lui, et comme il est gentil, il veut pas la brusquer, etc. Enfin bref, il la conduit au suicide, hein, par sa gentillesse.